Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle section concernant la gestion des erreurs, c'est-à-dire les exceptions. En fait, lors du développement de nos applications, il faut prendre en considération tous les cas possibles. Pour cela, il est nécessaire de gérer les erreurs d'exécution, surtout des parties sensibles du code. En fait, lorsqu'une erreur se produit et elle n'est pas interceptée par le mécanisme de gestionnaire des erreurs, c'est-à-dire des exceptions, le programme s'arrête et l'erreur sera affichée. Autrement dit, dans ce cas, le traceback, c'est-à-dire le message complet d'erreur, sera affiché. Et pour éviter l'affichage de ce traceback, on doit donc gérer les exceptions, c'est-à-dire gérer les erreurs. Mais c'est quoi d'abord gérer une exception? On peut donner déjà une définition de la gestion des erreurs. Gérer une exception permet tout simplement d'intercepter une erreur pour éviter qu'un programme se plante et s'arrête. Ouvrons donc notre éditeur PyCharm pour voir de quoi il s'agit. Regardons un exemple simple dans lequel on demande de l'utilisateur de faire entrer un nombre entier, puis on essaie d'afficher ce nombre. Donc je vais mettre par exemple une variable que je vais la nommer tout simplement nombre et je vais demander de faire entrer un nombre entier. Donc je dois mettre d'abord la fonction int pour pouvoir convertir la saisie de l'utilisateur en un entier. Et je vais lui demander, donc je vais faire input et je vais lui afficher un message. Donc entrer un nombre. Puis on va imprimer ce nombre. Donc je vais mettre print et je vais mettre une petite phrase, par exemple le nombre saisi est. Et je vais mettre ici la variable nombre. Je vais exécuter donc mon code pour voir le résultat. Donc l'interpréteur Python nous demande de saisir un nombre. Donc je vais mettre par exemple 34. Je valide par la touche entrée. Et vous voyez le nombre saisi est 34. Donc jusque maintenant tout se passe bien. Mais supposons que l'utilisateur, au lieu de saisir un nombre, va saisir une chaîne de caractères. Donc par exemple, je vais exécuter le programme de nouveau. Donc au lieu de saisir un nombre, je vais saisir par exemple une chaîne de caractères. Et je vais valider par la touche entrée. Donc vous voyez qu'on a obtenu une erreur. Donc d'où vient cette erreur? Ben, tout simplement, l'erreur vient du fait que la fonction int n'a pas pu convertir la chaîne de caractères qu'on a saisie. Parce que ici, on a bien spécifié la fonction int qui permet de convertir la saisie de l'utilisateur en un entier. Or, on n'a pas saisi un nombre qui peut être converti en un entier, mais on a saisi une chaîne de caractères JK, JJ, HK, etc., etc., qui est impossible de la convertir en un entier. Et c'est pour cela, donc, on a obtenu cette erreur et le programme s'est arrêté, s'est planté. Alors, comment faire pour éviter que le programme se plante? Donc, pour éviter que le programme se plante et s'arrête, on va faire appel à ce qu'on appelle les exceptions en utilisant le couple d'instructions try et except. Voyons comment va-t-on faire. On va tout simplement faire quelques modifications sur ce code. On a d'abord ici la demande à l'utilisateur de saisir un nombre. On va mettre un try pour permettre d'exécuter ces deux lignes de code. Voilà, donc ils devront être indentés. Puis, après, donc on va faire une exception, c'est-à-dire l'instruction except, et dans laquelle on va spécifier le message à afficher dans le cas où l'utilisateur ne saisit par exemple pas un nombre. Donc on va mettre par exemple tout simplement un petit message, vous n'avez pas saisi un nombre, par exemple. Et si on exécute maintenant ce code, si je saisis un nombre, donc aucune erreur ne sera générée. Donc si je valide par la touche entrée, vous allez voir que le nombre saisi est 56 667. C'est-à-dire qu'on a exécuté ces deux lignes de code sans aucune erreur, puisqu'on a saisi un nombre. Mais supposons maintenant qu'on va saisir une chaîne de caractères. Donc je vais maintenant saisir quoi que ce soit et je valide. Donc vous voyez qu'on n'a pas obtenu une erreur, mais tout simplement le programme a passé à exécuter cette ligne de code, c'est-à-dire cette exception. C'est-à-dire il a intercepté l'erreur et au lieu de se planter et le programme s'arrête et affiche des erreurs, donc il a affiché tout simplement
ce message qu'on a spécifié nous-mêmes. Vous n'avez pas saisi un nombre. Donc, voilà le rôle de la gestion des erreurs. Il est très intéressant de savoir comment mettre en place la gestion des erreurs parce que tout développeur doit savoir comment les gérer. Et on ne laisse pas le programme se planter et s'arrête en affichant des erreurs, mais on doit afficher des messages qui sont explicites et qui montrent à l'utilisateur pourquoi telle ou telle chose ne marche pas. Mais si on souhaite que l'utilisateur continue la saisie jusqu'à ce qu'il fait rentrer un nombre, on peut procéder de la façon suivante. Tout simplement, on va faire appel à une boucle, à la boucle while. Donc, je vais indenter d'abord ce code et je vais mettre ici la boucle while true, c'est-à-dire tant qu'il est vrai. Je vais mettre les deux points et ici, je vais mettre un break tout simplement pour sortir dans le cas où l'utilisateur saisit un nombre. Je vais exécuter mon programme. Donc, vous voyez ici le message qui nous demande de faire entrer un nombre. Si je fais entrer un nombre, donc tout se passe bien, je valide. Donc, vous voyez que le nombre saisi est, etc., etc. C'est-à-dire que ce bloc a été exécuté et on a sorti du programme. C'est-à-dire on a terminé grâce à cette instruction break. Mais supposons maintenant que on va pas saisir un nombre, mais on va saisir une chaîne de caractères, par exemple, qui est impossible de la convertir en un entier. Je vais exécuter mon programme. Je vais saisir n'importe quoi, une chaîne de caractères, et je valide par la touche entrée. Donc, vous voyez que le programme n'a pas affiché une erreur, il ne s'est pas arrêté, ni planté, mais il nous demande encore de faire entrer un nombre. Donc, si je saisis encore une chaîne de caractères et je valide par la touche entrée, donc vous voyez toujours que le programme ne s'arrête pas, mais il nous demande encore de faire entrer un nombre, tout simplement. Et une fois que je vais entrer un nombre, par exemple, et je valide, dans ce cas-là, donc c'est ce bloc de try qui est exécuté et le programme s'arrête en affichant bien sûr le message qu'on a spécifié dans ce bloc. Donc, comme vous le voyez, une exception sépare d'un côté la séquence d'instructions à exécuter lorsque tout se passe bien, c'est le bloc de try qu'on a ici, et d'un autre côté, une ou plusieurs séquences d'instructions à exécuter dans le cas contraire, c'est le bloc except qu'on a ici. Donc, la séquence normale d'instructions est placée dans le bloc try, donc c'est dans ce bloc-là où il y a l'instruction normale ou bien la séquence d'instructions normale. Et si une erreur est détectée, c'est-à-dire une exception élevée, dans ce cas-là, il sera traité par ce bloc except, tout simplement. Donc, vous voyez qu'il est très important de savoir comment intercepter les erreurs et ne pas laisser le programme se planter et afficher des erreurs. Donc, on doit mettre les messages adéquats qui explicitent bien sûr l'origine de l'erreur. Et c'est tout pour cette première vidéo concernant les exceptions et je vous dis à très bientôt. Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avons commencé à étudier la gestion des erreurs, c'est-à-dire les exceptions. Nous allons continuer sur cette notion et voyons maintenant un autre exemple. Considérons par exemple une fonction. On va définir une fonction par exemple que je vais la nommer inverse, qui va permettre de calculer tout simplement l'inverse d'un nombre décimal. Voilà. Et je vais mettre tout simplement y va être égal à 1.0 sur x. Et on va mettre return y. Une petite fonction tout simplement qui va permettre de calculer l'inverse d'un nombre décimal. Donc on a ici y égale à 1.0 divisé par x et on va retourner la valeur y, c'est-à-dire on va retourner le résultat de cette opération 1 divisé par x. Voyons maintenant comment peut-on utiliser cette fonction. Donc, je vais mettre par exemple y égale inverse. Donc, je vais, c'est-à-dire appeler cette fonction. Et je vais mettre par exemple tout simplement 5. Et je vais afficher par exemple y. Tout simplement, je veux afficher l'inverse de 5. C'est-à-dire, j'appelle la fonction inverse en lui donnant le paramètre 5. Tout simplement, je veux dire, je veux obtenir l'inverse du nombre 5. Et je stocke cette inverse dans la variable y. Et j'affiche, bien sûr, la valeur de la variable y. Je vais exécuter mon programme.
Donc, vous voyez que 0,2. Tout simplement, 1 divisé par 5, c'est 0,2. Tout se passe bien jusque maintenant. Supposons maintenant que je vais mettre z, une autre variable z, mais je vais mettre inverse de, par exemple, de 0. Et je vais essayer d'imprimer la valeur de la variable z. C'est-à-dire ici, j'ai appelé la fonction inverse en lui donnant le paramètre 0 et en stockant le résultat dans la variable z et on affiche la valeur de la variable z. Et je vais exécuter mon programme pour voir le résultat. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Ben, tout simplement, on a obtenu une erreur de type 0 division error. Cela veut dire que ce message explique bien que l'erreur vient du fait que la division d'un nombre décimal par 0 est impossible. Le type de l'erreur, c'est 0 division error, tout simplement. Donc, vous voyez que le programme s'est arrêté, c'est-à-dire s'est planté et a affiché cette erreur. Donc, comment peut-on régler ce problème? Ben, tout simplement, comme nous l'avions déjà vu dans la vidéo précédente, il faut attraper l'erreur et pour cela, on peut modifier le code précédent de la façon suivante. Donc, je vais supprimer ce code d'abord, je vais laisser uniquement la fonction et je vais mettre un try, c'est-à-dire le bloc qui sera exécuté si tout se passe bien. Je vais mettre un x égale, par exemple, et je vais mettre un float, puis inputs, pour convertir la saisie de l'utilisateur en un nombre décimal, donc inputs. Et je vais lui afficher un message, donner par exemple un nombre que vous souhaitez avoir son inverse, par exemple. Ça, c'est le bloc try. Et je vais mettre ici un print de quoi je vais faire appel à la fonction inverse. Donc, la fonction inverse de x. On récupère la saisie de l'utilisateur dans la variable x, puis on calcule l'inverse de x et on affiche le résultat. Ça, c'est tout se passe bien, c'est-à-dire si l'utilisateur saisit un nombre qui admet un inverse. Mais sinon, si l'utilisateur ne saisit pas un nombre qui admet un inverse, par exemple, il saisit 0, dans ce cas-là, donc on doit mettre une exception, tout simplement, comme on l'a fait déjà dans la vidéo précédente, except, et on va lui afficher un message en lui indiquant que le nombre qui a été saisi n'admet pas d'inverse. Tout simplement, le nombre saisi n'admet pas d'inverse. Donc, on va mettre, au lieu d'écrire le nombre saisi n'admet pas d'inverse, mais supposons que l'utilisateur saisit une chaîne de caractères. Donc, pour cela, je vais mettre tout simplement votre saisie, ou bien ce que vous avez saisi, ce que vous avez saisi n'admet pas d'inverse. Voilà. Et j'exécute mon programme pour voir le résultat. Voilà, donc, donnez un nombre que vous souhaitez avoir son inverse. Je vais saisir un nombre qui admet un inverse. Par exemple, je vais mettre 4 et je valide. Donc voilà, donc l'inverse de 4, c'est 0,25. C'est-à-dire tout simplement, c'est 1 divisé par 4. Je vais exécuter de nouveau mon code. Supposons maintenant que je vais saisir par exemple 0. Donc je valide par la touche Entrée. Donc vous voyez, ce que vous avez saisi n'admet pas d'inverse. Donc vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur. Mais le programme nous a affiché un message explicite que nous avons spécifié au début dans le bloc except et qui nous dit que notre saisie n'admet pas d'inverse. Mais on peut encore améliorer notre code. On va garder la même fonction inverse. On va faire donc le try donc comme ici, mais on va, au lieu de faire ici le print, on va mettre une variable y qui va être égale à inverse, c'est-à-dire on va calculer l'inverse de x, c'est-à-dire l'inverse de la saisie de l'utilisateur, et on va garder ici le except, c'est-à-dire ce que vous avez saisi n'admet pas d'inverse, en cas où l'utilisateur ne saisit pas un nombre qui admet un inverse, et on peut ajouter un else.
dans lequel on va tout simplement imprimer l'inverse de la saisie de l'utilisateur. C'est-à-dire, on va imprimer le résultat stocké dans la variable y. Donc, on va mettre un print de y. Voilà. Voyons ce qu'on a fait. Donc, d'abord, on a ici la fonction inverse. Puis, on a ici le bloc try. Puis, on a s'il y a une erreur, c'est-à-dire si l'utilisateur ne saisit pas un nombre qui admet un inverse. Dans ce cas-là, le programme va exécuter cette instruction. C'est-à-dire, il va afficher ce message pour dire à l'utilisateur qu'il n'a pas saisi un nombre qui admet un inverse. Et dans le cas contraire, donc on va afficher tout simplement le résultat de l'exécution de la fonction inverse sur la saisie de l'utilisateur. Et je vais exécuter mon programme pour tester ce petit code. Je vais d'abord saisir un nombre quelconque, donc c'est 5 par exemple, et je vais valider. Donc vous voyez que on a pu afficher l'inverse de 5. Tout simplement, c'est 0,2. Je vais exécuter une nouvelle fois notre code. Je vais mettre par exemple 100 et je valide. Vous voyez que c'est 0,01. Donc c'est-à-dire tout simplement c'est l'inverse de 100. 1 sur 100, c'est bien 0,01. Je vais exécuter de nouveau mon code. Je vais maintenant saisir 0, un nombre qui n'admet pas d'inverse. Et je vais valider ma saisie. Vous voyez que dans ce cas-là, c'est le bloc except qui a été exécuté. Ce que vous avez saisi n'admet pas d'inverse. J'exécute de nouveau mon code et je vais saisir maintenant une chaîne de caractères. Et je valide par la touche entrée. Donc vous voyez tout simplement ce que vous avez saisi n'admet pas d'inverse. Donc vous voyez notre code marche parfaitement bien et nous avons pu, à chaque fois qu'il y a une erreur, à chaque fois qu'on ne peut pas calculer l'inverse d'un nombre, donc dans ce cas-là, on attrape l'erreur et on affiche ce message, c'est-à-dire le bloc except, tout simplement. Mais remarquez que le message du bloc except qu'on a ici, donc ce message-là, donc il est en fait est un peu vague et l'utilisateur sera en quelque sorte perdu. Il se peut qu'il ne sache pas exactement le type d'erreur qu'il a fait. C'est-à-dire qu'on a obtenu l'affichage du même message, que ce soit que l'utilisateur a saisi une chaîne de caractères ou il a saisi 0. Donc, mais il faut harmoniser. Donc, pour cela, nos messages doivent être plus précis. Et ça serait l'objet de la vidéo suivante et je vous dis à très bientôt. Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avons traité cet exemple et nous avons dit que le message qui sera affiché en cas d'erreur, c'est vague pour l'utilisateur. Et c'est le même message qui sera affiché dans tous les cas, c'est-à-dire que l'utilisateur saisit une chaîne de caractères ou un nombre égal à 0, toujours ça serait le même message. Et pour cela, on a bien dit qu'il faut cibler nos messages et nos messages doivent être explicites et bien précis. Et pour qu'on puisse cibler nos messages, on doit savoir le type d'erreur. Donc pour cela, je vais vous montrer dans un premier temps comment pouvez-vous d'abord identifier le type d'erreur. Donc, on va mettre ici exception as E. C'est-à-dire, on va attribuer le nom E comme alias à exception. Et on va mettre ici un petit message pour afficher le type d'erreur, tout simplement. Qu'on va supprimer par la suite. Le type d'erreur est. Et on va spécifier c'est E. Puis, on va faire donc appel à l'objet classe qui va nous retourner donc le type d'erreur tout simplement. Je vais exécuter mon programme et je vais faire les deux cas. D'abord, je vais saisir 0 et je valide par la touche entrée. Donc, vous voyez ici le type d'erreur qu'on a. Donc, c'est la classe donc 0 division error. Donc, il faut noter donc d'abord ce type d'erreur qu'on a ici parce qu'on va l'utiliser par la suite. Puis, si j'exécute mon programme de nouveau et je saisis maintenant une chaîne de caractères, nous allons voir que ce n'est pas la même chose. Donc, je valide et vous voyez le type d'erreur ici, c'est value error. Donc, si nous souhaitons afficher un message
qui indique à l'utilisateur qu'il a saisi un nombre égal à 0 et qui n'admet pas d'inverse. Donc, on va utiliser le type d'erreur 0 division error. Mais si l'utilisateur a saisi une chaîne de caractères et on veut lui afficher un message pour lui dire que sa saisie ne correspond pas à un nombre, on va utiliser tout simplement value error. Et on va voir comment. Donc, maintenant que nous savons le type d'erreur pour chacune des manipulations de l'utilisateur, on peut lui cibler donc nos messages pour chacune des erreurs. Donc, ce code sera donc modifié de la façon suivante. Je vais laisser d'abord donc notre fonction qui permet de calculer l'inverse d'un nombre. Je vais laisser le bloc try qui sera exécuté dans tous les cas, bien sûr. Ici, je laisse y égale l'inverse de x. Mais pour l'exception, je ne vais pas mettre exception, mais je vais faire appel au type de l'erreur si l'utilisateur saisit un nombre égal à 0. On a bien dit que c'est 0 division error. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va imprimer? Donc, on va saisir un message ciblé pour dire à l'utilisateur qu'on ne peut pas tout simplement calculer l'inverse d'un nombre égal à 0. Ou bien on va lui demander de faire entrer un nombre différent de 0 parce qu'on sait que le type d'erreur vient du fait qu'elle a saisi un 0. Donc on va faire tout simplement impossible de calculer l'inverse de 0. Veuillez entrer un nombre différent de 0. Tout simplement. Voilà, et je vais supprimer bien sûr ce code. Et pour le deuxième cas, c'est-à-dire si l'utilisateur saisit une chaîne de caractères, donc on va faire un autre except et on va faire appel à ce type d'erreur, value error. Et on va le mettre ici, tout simplement, et on va encore cibler nos messages. Et on va écrire un simple message qui dit à l'utilisateur que la valeur entrée n'est pas un nombre. Donc, voilà, la valeur entrée n'est pas un nombre, tout simplement. Parce qu'on sait, si le programme arrive à ce point-là, c'est-à-dire qu'on sait que l'utilisateur a saisi autre chose qu'un nombre. Donc ici, c'est impossible. Donc on rectifie un petit peu. Donc impossible de calculer l'inverse de 0. Veuillez entrer un nombre différent de 0. Voilà, c'est-à-dire tout simplement, le nouveau dans ce code, c'est qu'on a récupéré le type d'erreur. Si l'utilisateur a saisi 0, dans ce cas-là, c'est ce message qui sera affiché. Si l'utilisateur a saisi une chaîne de caractères, c'est-à-dire il a saisi quelque chose qui n'est pas un nombre, c'est ce message qui sera affiché. C'est-à-dire on a bien ciblé nos messages. Donc je vais exécuter mon programme pour tester ce code. Donc donnez un nombre que vous souhaitez avoir son inverse. Je vais mettre par exemple 100. Je valide. Il n'y a aucun problème. C'est-à-dire on a bien calculé l'inverse de 100 et on a affiché grâce à ce print l'inverse de 100. J'exécute de nouveau mon code. Je vais maintenant saisir 0. Je valide. Vous voyez, impossible de calculer l'inverse de 0. Veuillez entrer un nombre différent de 0. Donc, vous voyez bien que c'est ce message qui a été affiché. Parce que tout simplement, le type d'erreur qui a été retourné, c'est 0 division error. J'exécute de nouveau mon code et je vais maintenant saisir une chaîne de caractères. Et je valide. Vous voyez que la valeur entrée n'est pas un nombre. Donc, vous voyez qu'on a bien pu améliorer notre code et on a bien ciblé donc les messages. Pour que les messages ne soient pas vagues pour l'utilisateur, il ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Donc, vous voyez toujours, on doit chercher le type d'erreur ou bien tous les types d'erreurs qui peuvent parvenir et on fait une exception pour chaque type d'erreur. Tout simplement, c'est ça l'objectif. Donc, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour continuer cette section concernant la gestion des erreurs. Nous avons vu comment attraper une erreur et comment savoir exactement le type de l'erreur et l'utiliser dans les blocs except, comme nous l'avions fait dans cet exemple. Ici, nous avons étudié deux types d'erreurs, tout simplement, value error et 0 division error. Mais sachez qu'il existe plusieurs types d'erreurs. Pour cela,
je vous conseille de consulter la documentation Python pour savoir les autres types d'erreurs qui existent, et selon bien sûr vos besoins. Dans cette vidéo, nous allons voir la clause qui s'appelle finally. En fait, le code qui contient la clause finally sera exécuté dans tous les cas, que ce soit une exception a été levée ou pas. Reprenons l'exemple que nous avons étudié dans la vidéo précédente et je vais ajouter tout simplement là ici la clause finally. Et le code qu'on va mettre dans ce bloc de finally sera exécuté dans tous les cas. C'est-à-dire que ce soit qu'il y a une erreur générée par le bloc try ou non, ce bloc finally sera exécuté. Donc je vais mettre par exemple un print pour vous montrer cela. Et je vais tout simplement écrire une phrase. Le contenu de ce bloc est toujours exécuté. Et on va voir. C'est-à-dire, tout ce qu'on met dans ce bloc sera exécuté dans tous les cas. C'est-à-dire qu'il y a une erreur ou non. Donc, je vais exécuter mon programme. Je vais d'abord mettre un nombre, c'est-à-dire on ne va pas obtenir une erreur. Je valide. Vous voyez qu'on a pu calculer l'inverse de la valeur qu'on a saisie, mais aussi on a exécuté le bloc finally. Le contenu de ce bloc est toujours exécuté. Je vais exécuter de nouveau mon code. Je vais maintenant saisir 0. Je valide. Vous voyez qu'il y a une erreur. Donc, on a affiché le message impossible de calculer l'inverse de 0, etc., etc. Mais le code du bloc finally a été toujours exécuté. C'est-à-dire, on a toujours affiché cette ligne de code. Si j'exécute de nouveau mon code et je saisis une chaîne de caractères et je valide, ça serait toujours pareil. Donc, il y a une erreur, c'est-à-dire on n'a pas pu calculer l'inverse de cette chaîne de caractères. On a pu afficher ce message, c'est-à-dire cette exception, mais le bloc finally a été toujours exécuté, tout simplement. Donc, c'est ça le rôle de cette clause finally. Le bloc de code qu'on met dans la clause finally sera toujours exécuté dans tous les cas. C'est-à-dire qu'une erreur s'est produite ou non, toujours ce bloc sera exécuté. Donc en conclusion, nous venons de voir dans cette section sur les exceptions l'essentiel qui vous permet d'intercepter les erreurs et empêcher un programme Python de se planter, ça d'une part. Je précise d'abord qu'il est également possible de faire suivre l'instruction try de plusieurs exceptions, comme on l'a fait déjà dans ce programme. Vous voyez ici qu'on a fait except 2 fois, mais vous pouvez faire le nombre que vous voulez d'exceptions selon le besoin de votre code. Cependant, les types d'erreurs qu'on a vus, donc on a vu 2 types d'erreurs tout simplement, mais je vous précise qu'il existe plusieurs types d'erreurs, comme je l'ai déjà dit. Je viens de vous montrer comment les utiliser et vous donne dans ce qui suit quelques exemples. Donc par exemple, indentation erreur, c'est un type d'erreur qu'on peut rencontrer et dans ce cas, tout simplement, on peut comprendre que l'interpréteur Python ne peut pas interpréter une partie du programme à cause d'un problème d'indentation. On peut aussi avoir besoin d'un type d'erreur de type syntaxe error, c'est-à-dire que le programme a un problème de syntaxe, comme une parenthèse par exemple, en trop ou en moins. On peut aussi rencontrer le type d'erreur suivant, attribute error, qui fait référence à un attribut inexistant ou une affectation qui a été échouée. Donc, de toute façon, il y a plusieurs types d'erreurs. Je vous conseille de voir la documentation Python pour voir de près les types d'erreurs que vous avez besoin. Et c'est tout pour cette section concernant les exceptions et la gestion des erreurs.